arrivé avec vous aujourd'hui pour partager quelques notions sur ce sujet très intéressant. Parce que les coutumes, chaque fois que je partage avec un pharmacien, parce que le pharmacien est vraiment au front, et souvent amené à prodiguer des conseils, et c'est des conseils qui sont très utiles pour la population. Et aujourd'hui, je suis très ravi d'aborder un sujet qui est très très intéressant, et qui est un sujet polémique. Je vais vous le dire rapidement, j'ai mis prévalence de la carence en fer, parce que c'est pas aussi évident qu'on peut le penser. Et le deuxième sujet, c'est-à-dire qu'on va opérer, parce que c'est des nourrissons, on va opérer dans une période charnière qui s'appelle l'âge de la diversification alimentaire. Et là aussi, c'est un sujet politique, il y a beaucoup de nouveautés, il y a des idées reçues, il y a des choses qu'il faut aussi corriger, et c'est aujourd'hui l'occasion de discuter de ça. Alors la première chose, j'ai dit la prévention de la carence en fer, c'est un vrai phénomène, un fléau mondial, je dirais, et le Maroc constitue donc l'un des pays où la carence en fer fait rage. Et la carence en fer est sévie beaucoup plus chez l'enfant de moins de 5 ans et chez la femme enceinte. Les deux individus dans notre société qui souffrent le plus de cette carence en fer, chez la femme enceinte et chez le nôtre. Et vous allez voir, nourrisson et l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. Et vous allez voir qu'on ne peut agir qu'au cours de cette fenêtre d'opportunité qui s'appelle rapidement le concept des 1000 jours, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Et à la fin, je vais vous parler de la diversification et des nouveautés actuelles à l'âge de la diversification et quant aux modalités de la diversification. Parce que souvent on s'est posé la question, quel âge il faut introduire les aliments, comment les introduire, et on est partagé entre ceux qui disent qu'il faut mettre tous les aliments en même temps, ceux qui disent aliment par aliment, etc. Alors on verra tout ça à la fin pour corroborer, et puis à la fin on va dire maintenant quelle est la place aussi pour prévenir comment on va agir dans cette fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire la grossesse, la naissance, la diversification alimentaire. Alors j'ai dit que la carence en fer, c'est un véritable problème chez nous, effectivement. Chez l'enfant de moins de 5 ans, 31% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'une carence en fer. Et 37% des femmes enceintes souffrent de cette carence en fer. Et si on sait que la femme enceinte, c'est elle qui transfère donc le fer à son fœtus, on imagine donc le problème qui va s'en suivre. Et si aussi on admet que le fer participe à la maturation cérébrale et au phénomène cognitif, donc on peut déduire que cette catégorie d'enfants qui sont encore en maturation, ils vont avoir beaucoup de problèmes intellectuels, et de là, l'abandon scolaire, l'échec scolaire, l'hadr al-dras. Donc vous imaginez, à partir d'une simple carence en fer, combien d'enfants ont abandonné leur scolarité, rien que parce qu'ils ont été stigmatisés, incapables de raisonner ou d'apprendre, etc. Alors que tout simplement, il s'agit d'un problème de carence en fer. Donc ce simple, on peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a 31% des enfants de moins de 5 ans, et ça peut aller qu'il faut prendre en charge. Donc ce phénomène, attention, il n'est pas propre au Maroc. On peut le trouver partout dans le monde. C'est paradoxal. C'est le métal le plus abondant dans la planète, et pourtant, c'est la carence la plus fréquente. Et je vais vous dire pourquoi. Donc tous les pays peuvent être touchés par la carence en fer, et on voit ici des chiffres, regardez, même en France, 10 à 40%, en Europe, 4 à 40%, il y a des extrêmes selon les pays, selon les habitudes alimentaires, etc. Et même aux États-Unis, entre 6 et 15%, donc à moindre degré, on n'est pas dans les chiffres de 31%, nos chiffres nationaux. Donc vous allez me dire, mais pourquoi le métal le plus abondant? Et pourtant c'est la carence la plus fréquente, parce que le métabolisme du fer, c'est un métabolisme un petit peu compliqué.
Le fer, ce n'est pas vertical, c'est-à-dire on prend le fer et il est absorbé. Le fer, l'absorption du fer, elle est sous l'effet des chélateurs facilitateurs, c'est-à-dire qu'il y a des chélateurs qui vont chélater le fer et faciliter son absorption au niveau de l'intestin, comme la vitamine C, et il y a des chélateurs inhibiteurs, il y a des substances qui vont rentrer en compétition avec le fer au niveau de l'absorption. Par exemple, la caséine, les tanins qui existent dans le thé, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi facile. Et puis depuis les années 2000, on a découvert que le métabolisme du fer est sous le contrôle d'une hormone qui s'appelle l'hepsidine. C'est une hormone qui a été découverte de façon fortuite, par hasard, au niveau sécrété par le foie, et ça s'appelle l'hepsidine. Et cette hepsidine, c'est vraiment un baromètre. C'est quand on n'a pas besoin de fer, il ne va pas être sécrété, et donc tous les récepteurs qui existent au niveau de la cellule du grêle vont être donc fermés, et il n'y aura pas de passage du fer de l'entérocyte vers le sang. Donc voilà, c'est toute une régulation compliquée qui fait que le métabolisme du fer n'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut agir avant que ça soit trop tard. Donc toutes les organisations mondiales, que ce soit l'OMS, que ce soit la Société européenne de gastroentérologie et nutrition pédiatrique, que ce soit l'American Academy of Pediatrics, l'AAS, tout pour évaluer une carence en fer, ils utilisent deux paramètres, l'hémoglobine et surtout la ferritinémie, c'est-à-dire le stock en fer. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'on peut avoir une carence en fer avec hémoglobine normale. C'est-à-dire que les stocks sont déjà épuisés, mais l'hémoglobine n'est pas encore touchée. Regardez-moi ici. Ici, c'est normal, hein, l'hémoglobine, mais pourtant, les stocks sont déjà le 1/3, donc les 2/3 sont épuisés. C'est très important. Donc, pour parler, il y a la carence en fer, il y a l'anémie par carence en fer. L'anémie, c'est déjà l'hémoglobine qui est élevée. Alors que la carence en fer, on peut avoir que le stock qui est touché. Mais il ne faut pas attendre que l'hémoglobine soit effondrée pour parler d'une carence en fer. Donc c'est la ferritinémie. C'est les réserves en fer. Donc l'anémie sidéropénique, c'est-à-dire par carence en fer, la cause essentielle partout dans le monde, c'est la carence d'apport. C'est-à-dire mauvaise habitude alimentaire, mauvaises conditions socio-économiques, etc. Et on va en voir une carence d'apport. Mais attention, une anémie qui est en apparence sidéropénique, c'est-à-dire par carence en fer, et qui ne s'améliore pas sous traitement par le fer, c'est ce qu'on appelle une anémie sidéropénique réfractaire, rebelle au traitement, et ça peut être autre chose. Ça peut être une anémie par malabsorption. Donc l'exemple type, c'est la maladie cœliaque, l'intolérance au gluten. Donc il y a une déperdition du fer et donc il y a la chélation. Il y a des enfants qui ont un trouble de comportement et ils peuvent manger de la terre. La terre, et ils peuvent manger du fil, l'éponge, etc. Tout ça, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, les chélateurs inhibiteurs, c'est-à-dire des substances qui vont rentrer en compétition avec le fer au niveau de l'absorption intestinale. Les chélateurs, et d'ailleurs c'est souvent caché, ou bien c'est l'enfant qui ne le dit pas, ou bien c'est les parents qui ont honte de parler qu'ils mangent la terre. Et ça n'a rien à voir avec le niveau socio-économique. Rien qu'il y a 2 mois, hein, une fille qui est venue consulter chez moi donc, pour une douleur en regard de l'estomac. Quand j'examine, je trouve une petite voussure, une tuméfaction, et finalement, l'échographie suspecte une masse. Quand je fais une fibroscopie, c'était une masse de cheveux. C'est ce qu'on appelle le trichobézoar. Et donc, c'est une masse de cheveux qui adhère à l'estomac et qui épouse la forme de l'estomac et qui va empêcher l'enfant de s'alimenter normalement, et le traitement il est chirurgical. Donc les troubles du comportement existent et souvent cachés, et il faut se méfier devant une anémie qui ne se corrige pas sous fer. Il y a les maladies inflammatoires, il y a la spoliation, c'est-à-dire la déperdition de sang. Et la déperdition de sang, je ne parle pas de la déperdition évidente de l'hémorragie, mais parfois distillante, c'est-à-dire inapparente. On ne fait pas attention, c'est goutte à goutte, on ne fait pas. Souvent, c'est un saignement digestif, il peut être génital, et qui finit par donner une anémie sidéropénique, c'est-à-dire par carence en fer, mais qui ne se corrige pas sous traitement. Donc, une anémie hyposidéromique, c'est-à-dire avec une baisse du fer, c'est essentiellement la carence d'apport.
Mais attention, ça peut être malabsorption, ça peut être spoliation, saignement inapparent, ça peut être maladie affolante, ça peut être une chélation, et ça peut être un détournement. Récemment, on parle de l'infection à Helicobacter pylori. La gastrite à Helicobacter pylori, elle est très fréquente, et certaines souches d'Helicobacter pylori, c'est une bactérie très intelligente, et il a développé des récepteurs à la lactoferrine. La lactoferrine, c'est la molécule qui transporte le fer dans le sang, et ils ont développé ces souches d'Helicobacter pylori, des récepteurs à la lactoferrine, et ils pompent le fer de la lactoferrine pour l'utiliser pour soi-même. Et donc, ils vont entraîner une anémie qui ne va pas se corriger. Et le traitement de cette anémie passe par le traitement de l'HP, de l'Helicobacter pylori, par l'éradication de l'Helicobacter pylori. Donc, c'était juste ce tableau pour vous dire que ce fléau est très fréquent. Vous serez confronté à beaucoup de situations d'anémie. Et l'anémie, il faut discerner. Si il régresse sous apport de fer, c'est une carence en fer. Ça veut dire qu'il y a un problème d'alimentation, etc., ou bien de chélateur. Mais si ça ne s'améliore pas, il faut essayer d'évoquer ces problèmes-là. Ça, c'était l'anémie sidéropénique. Et tout à l'heure, j'ai dit comment prévenir cette anémie, encore plus chez un enfant de moins de 5 ans. C'est l'enfant qui paye le lourd tribut en matière de carence en fer. Comment faire? Donc la meilleure aujourd'hui, c'est d'opérer et d'agir au niveau de la fenêtre d'opportunité. C'est le concept des 1000 jours, je m'explique. Le concept de 1000 jours, il englobe la grossesse, c'est-à-dire que notre vie commence déjà in utero, et à la naissance de 0 à 12 mois, et de 12 à 24 mois. C'est-à-dire, si on fait le compte, ça fait 1000 jours. Si vous allez agir ici, avant la grossesse, l'impact est faible. Et si vous allez agir un peu tard dans l'enfance, c'est déjà trop tard. Donc il faut saisir cette fenêtre d'opportunité pour prévenir, bien sûr, beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est la carence en fer. Alors, vous allez me dire, mais comment faire? Voilà, c'est juste pour vous illustrer que les 1000 jours, ça vient de ce concept-là. C'est-à-dire, si on compte les jours in utero, 270, 365, 300, ça fait 1000. Donc ça va de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est à ce seul prix qu'on peut prévenir la carence en fer, qui est 31% des enfants de moins de 5 ans, qui est responsable d'un problème intellectuel important et d'un échec scolaire. Et cette fenêtre d'opportunité, c'était juste pour votre culture, c'est là où il y avait l'hypothèse de Barker. Donc Barker, c'est monsieur-là, David Barker. Cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qu'on appelle l'hypothèse de programmation fœtale. Ce monsieur-là, il a dit que beaucoup de maladies qu'on voit et qu'on détecte à l'âge adulte, ils ont leur origine ici, dans cette période-là, déjà in utero, c'est-à-dire un retard de croissance intra-utérin. Si on ne prévient pas le retard de croissance intra-utérin, il peut donner à la longue syndrome métabolique, maladie cardiovasculaire, et ce sont des études observationnelles qui l'ont confirmé. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Barker. Si vous entendez parler de ça, c'est ça. Et c'est tous les mécanismes épigénétiques. C'est quoi l'épigénétique? C'est les facteurs qui vont agir sur la génétique sans modifier les séquences nucléotidiques. Ça, c'est un autre sujet. C'était juste une parenthèse pour vous dire que les gens sont en train de voir beaucoup plus loin. Alors, je reviens à ma question. Comment prévenir la carence en fer, en l'occurrence chez l'enfant? J'ai dit qu'il faut saisir cette fenêtre d'opportunité, qui est la fenêtre des 1000 jours. Et on va commencer déjà in utero par la surveillance des grossesses. Malheureusement, au Maroc, il y a beaucoup de grossesses qui échappent à la surveillance. Il y a beaucoup de femmes qui sont carencées. 37% de nos femmes enceintes au Maroc souffrent de cette carence en fer. Et si on sait que c'est la femme qui va alimenter le fœtus, déjà, elle va naître avec un stock insuffisant. Donc, surveillance des grossesses, contrôle du poids chez la mère, alimentation en qualité et en quantité de la maman. Et au Maroc, j'ai dit que la situation elle est alarmante concernant le fer, mais aussi l'acide folique. Et on voit beaucoup d'enfants qui présentent des anomalies du tube neural en rapport avec la carence en acide folique aussi. Donc, parce que le sujet aujourd'hui, on parle du fer, mais les carences sont multiples. Pourquoi il y a une augmentation des besoins en fer au cours de la grossesse? Les raisons sont connues. D'abord, il y a une augmentation de la masse érythrocytaire chez la femme enceinte.
Les besoins fœtaux sont exagérés, bien sûr, il demande, hein, il vit de sa mère, donc les besoins, et il y a aussi le placenta qui prend pas mal. Donc finalement, les pertes de base pour toute la grossesse, c'est de 120 mg. Et bien sûr, il y a une augmentation de risque de mortalité maternelle par hémorragie, déjà, et la prématurité ou baisse de l'hepcidine au dernier trimestre, c'est-à-dire le dernier trimestre de grossesse, il y a une diminution de l'hepcidine, l'hormone qui régule le métabolisme du fer. Donc tous ces facteurs-là font que le retard de croissance intra-utérine et les prématurés, ils sont des sujets vulnérables et ils sont très sensibles à cette carence en fer. C'est pour ça qu'on voit qu'il faut les supplémenter déjà à la naissance. Il faut supplémenter aussi la femme enceinte. Ça, c'était la femme enceinte. Deuxième étape de cette fenêtre d'opportunité qui est le concept des 1000 jours, j'ai dit in utero, mais aussi il y a à la naissance. À la naissance, l'aliment idéal du nourrisson, c'est l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, c'est un aliment complet, c'est un aliment fait pour le nouveau-né, c'est un aliment qui va le protéger contre les infections. Donc c'est un aliment qui contient des oligosaccharides qui sont bifidogènes, donc il va donner un bon microbiote, etc., etc. Et en plus, le lait maternel, il renferme peu de fer, mais ce fer, il est de bonne qualité. Il est de bonne qualité parce qu'il a une très bonne biodisponibilité. Regardez là, 50% du fer du lait maternel il est absorbé par rapport au lait de vache standard. Je ne parle pas des formules lactées diététiques où on a fait des efforts, etc., pour les rapprocher un petit peu du lait maternel. Mais le lait de vache entier, comme ça, brut, 90% ne sont pas assimilés. Donc, la biodisponibilité du fer du lait de la maman, elle est bonne par rapport à la biodisponibilité du fer contenu dans le lait de vache. Malgré la quantité infime de fer qui existe dans le lait maternel, il est quand même de bonne biodisponibilité et ça vous renvoie à ce que j'ai dit en guise d'introduction tout à l'heure, que le métabolisme du fer, ce n'est pas vertical. On ne va pas imaginer qu'une fois on va prendre le fer, il va être assimilé. C'est tout un ensemble de facteurs qui régissent cette absorption au niveau de l'intestin. Donc, l'allaitement maternel, malheureusement, on parle ici de l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire que la promotion de l'allaitement maternel exclusif, c'était rien que du lait de la maman pendant les 6 premiers mois. Et au Maroc, il y avait une situation alarmante, on est arrivé à 15% selon les enquêtes, et en 2006-2007, on avait 15%, et depuis, on avait fait au niveau du ministère toute une propagande pour la promotion du lait maternel, et en 2011, on a enregistré le chiffre de 27,8%, c'est déjà pas mal. Mais on est encore loin des chiffres enregistrés dans les pays scandinaves. Ça peut atteindre jusqu'à 90% des femmes qui allaitent de façon exclusive les 6 premiers mois. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble de facteurs qui font que... Et c'est pour ça que quand le lait maternel n'est pas possible, on propose une formule, mais au moins une formule enrichie en fer pour un petit peu éviter... Alors, troisième étape de cette fenêtre d'opportunité qui est le concept des 1000 jours, on a vu in utero chez la femme enceinte. Deuxième étape, c'est à la naissance avec la promotion du lait maternel. Et là, je vais revenir à cette slide qui parle du nourrisson. Regardez, entre 0 et 6 mois, c'est l'allaitement maternel, rien que l'allaitement. Mais quand ce n'est pas possible, on peut proposer une formule premier âge enrichie en fer. Et entre 6 mois et 1 an, le lait maternel encore, mais il doit être appuyé par 500 ml par jour dès le lait deuxième âge. Et encore, il est enrichi en fer. Et à 6 mois, on commence la diversification alimentaire. C'est-à-dire, on passe aux aliments de complément, aux aliments solides. On passe d'une alimentation liquide à l'alimentation solide. Et entre 1 et 3 ans, c'est toujours cette diversification alimentaire, mais il y a les laits de croissance, riches en fer, en acides gras, polyinsaturés, d'origine végétale, etc. Alors, donc, troisième étape, c'est la diversification alimentaire, c'est-à-dire l'âge de 6 mois où on va passer de l'alimentation liquide à l'alimentation solide, et on parle bien d'une période de transition. C'est la période du sevrage,
parce qu'il est concomitante avec un bon développement psychomoteur qui va nous permettre de se nourrir autrement. Et aussi, il y a une croissance staturopondérale qui va exiger un besoin accru en nutriments. Et puis, le passage d'une alimentation liquide à une alimentation solide, il a des conséquences énergétiques, immunologiques et psychologiques. Cette diversification alimentaire, il va d'abord s'accompagner d'une diminution de l'apport hydrique. C'est tout à fait normal. Jusque-là, il y avait un apport qui est complètement hydrique, c'est le lait. Mais quand on va introduire des aliments solides, ils vont remplacer un petit peu la quantité liquide. Mais il ne faut pas oublier que cette diversification alimentaire, elle va assurer l'éducation du goût et de la mastication. Et souvent, on est en train de conseiller aux mamans de donner, par exemple, la soupe ou bien des farines, toujours à la cuillère, pour que l'enfant prend contact avec le goût des aliments et il apprend à mastiquer. Et comme ça, à distance, c'est-à-dire vers l'âge de 18 mois, 2 ans, où il y a un problème psychologique qui s'installe, c'est le DIP, etc., donc il ne va pas refuser les aliments. Et le goût, le problème du goût, il est éduqué durant cette période de la diversification alimentaire, mais il ne faut pas oublier que le bébé, il prend contact avec les goûts déjà in utero. Ça vous paraît un petit peu... J'ai assisté à un congrès sur le goût à Paris et il y a quelqu'un qui a présenté un travail magnifique. Donc, il a fait chez des nouveau-nés de mères différentes et il s'est intéressé à ce que mangeaient les mamans. Et donc, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a pris des odeurs et il a mis l'odeur au niveau du nez donc, du bébé, du nouveau-né. Et le nouveau-né, il réagit soit par une grimace de satisfaction ou bien une grimace de dégoût. Et il a remarqué que les produits en question, quand il s'agit d'une grimace de dégoût, c'est une mère qui n'a jamais pris durant la grossesse ses parfums. Par contre, quand le bébé reste un petit peu décontracté, ce sont des choses que la mère prenait. Donc finalement, le goût commençait bien avant, c'est-à-dire in utero. Et c'est pour ça que le concept des 1000 jours est très intéressant. C'est-à-dire, si on va s'intéresser à la santé du bébé, on doit s'y intéresser déjà in utero, en amont de la naissance. C'est très important. Donc, aussi, cette diversification alimentaire, il va procurer un certain nombre de fibres. Et bien sûr, les fibres, c'est la modulation de la fonction colique, mais aussi, c'est la fortification d'un bon microbiote. Le microbiote, déjà, tout le monde en parle. Certainement, vous avez eu des présentations sur le microbiote. Et les fibres, ils sont bifidogènes, c'est-à-dire ce sont les bifidobactéries qui aiment les fibres. Et donc, on aura un microbiote intéressant. Et d'ailleurs, vous avez vu que même il y a des laits qui sont enrichis en probiotiques, bifido, et même des farines qui sont enrichies bifidus. Tout ça, c'est pour procurer un microbiote de bonne qualité. Alors, diversification alimentaire, la première question qui est toujours posée, à quel âge on doit diversifier? À quel âge on doit introduire des aliments solides chez le nourrisson? Cette question a été toujours polémique. Donc, je vous ai dressé ici un tableau, c'est-à-dire au fil des années, depuis 1923 jusqu'à actuellement, et vous allez voir, il faut aller en 1923, vous allez trouver 6 mois. Donc en 1903, c'était 6 mois. Et puis après, on a commencé à descendre, c'est-à-dire vers l'âge de 4 mois. Et ce qui est encore pire, catastrophique, c'est qu'en 1953, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de malnutrition. Les gens, c'est-à-dire certains auteurs, ils ont jugé utile d'introduire des céréales, des légumes, etc., déjà à l'âge de 2-3 mois, en pensant qu'en introduisant à cet âge-là, on va un petit peu prévenir la malnutrition. Mais ils ont oublié que vers 2 mois et 3 mois, notre système digestif, il est immature. C'est-à-dire qu'il y a une perméabilité intestinale très importante. Donc il va livrer passage à des molécules antigéniques. Donc il y a un risque d'allergie. Et puis d'un autre côté, le système, le dispositif enzymatique digestif, il n'est pas encore mature, il n'est pas encore prêt à assimiler des aliments à cet âge-là. Et depuis, on s'est rendu compte qu'il faut revenir à 3 mois, 4 mois, 6 mois, et puis depuis l'année 2000, l'OMS, il dit, pour les enfants allaités au sein,
c'est 6 mois. Et aujourd'hui, et je vais vous parler de ça tout à l'heure, aujourd'hui et actuellement, il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de revenir, du moins pour les enfants allaités de façon mixte ou bien qui reçoivent une formule lactodiététique, on peut introduire entre 4 et 6 mois, c'est-à-dire la diversification alimentaire, et je vais vous dire pourquoi. Alors, cette diversification alimentaire, d'un côté, il permet donc l'apprentissage au bébé de mastiquer et aussi l'apprentissage du goût, et dans un deuxième coup, c'est l'acquisition de la tolérance alimentaire. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas une tolérance alimentaire chez l'homme, on n'aurait jamais toléré l'alimentation. Parce que c'est antigénique, c'est étranger à notre organisme. Mais il y a une tolérance qui s'installe pour qu'on puisse assimiler les molécules antigéniques étrangères, c'est-à-dire des aliments. C'est pour ça que la maturation, il est exigé dans ce cas-là. On ne peut pas introduire à un âge précoce. Donc cette tolérance, on ne peut... Voilà, il y a la précocité de l'introduction et il y a les faibles doses d'antigènes progressivement croissantes. Je m'explique et je vais résumer ce tableau-là pour qu'il ne soit pas compliqué. C'est-à-dire que ces auteurs disent que si vous voulez tolérer un aliment, il faut l'introduire, mais avec de faibles doses progressivement croissantes. Le phénomène de désensibilisation. C'est-à-dire qu'on est en train d'habituer. On ne peut pas surprendre l'organisme avec une charge antigénique comme ça d'emblée. Il faut procéder à introduire vers 4-6 mois, mais avec des doses progressivement croissantes. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'on disait, les anciennes recommandations des années 90, les années 2000? Ils disent qu'en absence d'un terrain atopique, il faut diversifier au moins au 4e mois, au mieux au 6e mois, selon que le bébé est allaité au sein exclusivement ou bien il reçoit un allaitement mixte. Ça, c'est les anciennes recommandations. Et ils disent, chaque fois qu'il y ait un terrain atopique, attention, c'est-à-dire qu'on diversifie à l'âge de 6 mois strict, sauf pour certains aliments réputés être antigéniques, allergigènes. C'est-à-dire l'œuf, le poisson, les crustacés, les fruits exotiques, les céleris, au-delà de 1 an. Donc vous voyez les anciennes recommandations, qu'est-ce qu'elles disent? Et actuellement, ce n'est plus de mise. L'arachide et les fruits à coque au-delà de 3 ans. Donc il y avait vraiment des habitudes un petit peu pas commodes. Et depuis, il y a certains travaux qui commencent à arriver. Et le premier travail, c'est celui de Zutaverne. Donc c'était publié, donc Archives Disease en 2004. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé le risque de manifestation allergique cumulée à 5 ans et demi, selon l'âge d'introduction des aliments très antigéniques. Aliments très antigéniques. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que plus on tarde l'introduction d'un aliment, plus on va le rendre antigénique. C'est le premier travail. Et ce premier travail a servi de fil guide pour d'autres travaux qui ont confirmé la même chose. Risque de manifestation allergique cumulée sur l'introduction des aliments antigènes, ça c'était le poisson et le blé. Et regardez, introduction avant versus après 6 mois, risque d'allergie au blé. L'allergie au blé. La pathologie du gluten, il y en a 3. Il y a l'allergie au blé. Cette allergie, elle est rare. Et s'il survient, il survient après la diversification alimentaire. Et surtout, chose intéressante, c'est que c'est une allergie éphémère, transitoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tolérance. L'enfant va tolérer à nouveau le gluten. Ça, c'est l'allergie. Heureusement, il est rare. Deuxième entité, c'est l'intolérance au gluten. C'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Ça, c'est un autre problème. C'est une prédisposition génétique, HLA-DQ8, c'est-à-dire que pour faire une maladie cœliaque, il faut avoir d'abord cette prédisposition génétique, HLA-DQ8. Et il faut ingérer le gluten pour développer une maladie cœliaque. Troisième entité de la pathologie du gluten, j'ouvre une parenthèse rien que pour votre information, ce qu'on appelle la sensibilité au gluten. Ce sont des gens qui n'ont pas la prédisposition à la maladie cœliaque, qui n'ont pas la sérologie positive de la maladie cœliaque, ni les signes histologiques de la maladie cœliaque, mais ce sont des gens qui se sont mis au régime sans gluten
et ils ont remarqué qu'ils s'améliorent. Donc on a rattaché ça à éventuellement un syndrome de l'intestin irritable et qu'en évitant le blé et les dérivés ou certains fibres, etc., les gens se sont améliorés. Donc, risque d'allergie au blé chaque fois qu'on retarde l'introduction du blé. Donc cette idée de laisser le blé jusqu'à l'âge de 1 an, etc., ce n'est plus de mise. Donc finalement, à la lumière de ces travaux-là, il y a plusieurs sociétés savantes. C'est la Société européenne de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique, publiée dans le journal Gastro-entérologie pédiatrique et nutrition. Il y a l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique. Et il y a l'Académie américaine de pédiatrie, ça c'était en 2008. Donc ils ont pris ces travaux-là, ils ont pris note, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit, présence au pas de terrain atopique, rappelez-vous de les anciennes recommandations. C'était en présence d'un terrain atopique et en absence d'un terrain atopique. Actuellement, en étudiant ces travaux, qui sont très très crédibles, ils ont dit qu'il y ait au pas d'atopie, et il faut toujours faire une introduction entre 4 et 6 mois, même pour l'œuf et le poisson et les crustacés. Parce qu'avant, c'était au-delà de 1 an, voire même au-delà de 3 ans pour l'arachide. Donc ils disent quoi? Ils disent qu'il faut introduire à petite dose, mais progressivement croissante. Une sorte de désensibilisation. Même cet enfant qui a un terrain atopique et qui risque de faire l'allergie, à quoi? À ces substances qui sont antigéniques, il va falloir les introduire tôt, mais petite quantité et progressivement croissante. C'est le même système de désensibilisation. Donc finalement, quelles sont les modalités de la diversification alimentaire? Le lait doit rester l'aliment de base. Le lait maternel et autres. La diversification alimentaire ne vient pas remplacer le lait. D'accord? Il y a toujours le lait et il y a les aliments de complément qui sont solides. Un aliment à la fois, point d'interrogation, valable seulement pour les aliments hautement antigéniques. Donc dans les aliments, il y a les aliments qui ne sont pas très antigéniques, qui ne donnent pas beaucoup d'allergies. Il y a des aliments qui donnent beaucoup d'allergies, qui sont réputés être antigéniques. C'est les crustacés, les poissons, l'œuf, l'arachide. L'arachide, c'est un véritable problème en Europe. Il donne même ce qu'on appelle les chocs anaphylactiques. Et chez nous, au Maroc, il y avait une étude, il y a peu d'allergies à l'arachide. Peut-être que c'est en rapport avec nos habitudes alimentaires. Le coin, etc. La femme enceinte même, elle mange ça à l'occasion de donc on est un petit peu, il y a même le bébé qui est sensibilisé et l'utéro. Donc on n'a pas beaucoup d'arachides, alors qu'en Europe c'est un véritable problème de santé. Donc valable seulement pour les aliments hautement antigéniques. Donc autrement dit, pour les aliments responsables d'allergie, on les introduit entre 4 et 6 mois, on les introduit à petite dose progressivement croissante, mais on peut les introduire aliment par aliment. Par contre, les autres aliments qui ne sont pas antigéniques, il n'est pas question de faire aliment par aliment, on peut tout mettre en même temps. Donc on est revenu sur beaucoup de et ça c'est les nouveautés. Hein. On attend que l'OMS s'accapare de ces données scientifiques qui ont bouleversé d'ailleurs même les SBGAN, la Société européenne de gastro-entérologie, a essayé Alors là, il y a le risque relatif de sensibilisation. On n'est pas dans l'allergie, mais la sensibilisation, selon l'âge d'introduction des aliments avec prise en compte des facteurs confondants, les mêmes remarques. C'est-à-dire, plus on retarde l'introduction d'un aliment, plus on va le rendre antigénique et allergisant. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? Même à l'œuf, on a remarqué la même chose. Regardez, introduit entre 4 et 6 mois, il y a un risque de 1. Entre 10 et 12 mois, un risque de 1,6 et le risque encore beaucoup plus important quand il est introduit après 12 mois. Donc finalement, les futures modalités, on attend que l'OMS s'accapare de ces données-là, c'est-à-dire absence de terrain atopique, c'est entre 4 et 6 mois. Présence de terrain atopique, 4 à 6 mois. Surtout pour l'œuf, le poisson, etc., les éléments réputés être antigéniques.
Alors, il me reste un seul problème, c'est le problème de la prévention de la maladie cœliaque. Alors, le risque, il est augmenté chez les enfants prédisposés à HLA-DQ2, DQ8, c'est-à-dire que si vous n'avez pas HLA-DQ2, DQ8, vous n'allez jamais faire maladie cœliaque. Donc, il faut avoir ce terrain, cette prédisposition génétique. Donc, le risque est augmenté si l'introduction du gluten est précoce, c'est-à-dire inférieure à 3 mois. Si vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y a une immaturité du tube digestif, il y a une perméabilité importante du tube digestif qui fait qu'il y a passage des molécules allergisantes. Donc, si on introduit inférieur à 3 mois, le risque est multiplié par 23 de développer une maladie cœliaque en ayant cette prédisposition. Je vous rappelle que 20% de la population a HLA, TQ2, TQ8. Mais ils ne vont pas tous développer la maladie cœliaque. Il y a certains qui vont décéder à l'âge de 80 ans pour une autre pathologie, mais ils ne vont jamais développer la maladie cœliaque. À l'inverse, celui qui n'a pas cette prédisposition, il ne fera pas une maladie cœliaque. Le risque est multiplié par 4 si il est tardif au-delà de 6 mois. Donc finalement, les gens ont choisi entre 4 et 7 mois l'introduction du gluten, des céréales. Donc 4-5 mois, c'est-à-dire on est loin de 3 mois et on est loin du caractère tardif. Donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, plus vous retardez, plus vous favorisez. Et donc la prévention de la maladie cœliaque nous renvoie à l'importance des céréales à l'âge de la diversification alimentaire. Donc on n'a plus cette crainte que les céréales, c'est-à-dire qu'il suffit de respecter cette fenêtre de 4 à 7 mois et les introduire. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs types, les farines de céréales, procédés de fabrication, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont une valeur d'abord énergétique, ils ont aussi une valeur structurale des protéines, mais aussi une valeur protectrice en ajoutant du fer, et vous avez vu tout à l'heure la problématique du fer, et en ajoutant d'autres vitamines qui vont protéger l'enfant. Donc c'est un aliment de complet, mais on a fait plusieurs procédés pour faciliter l'assimilation de ces farines. On a fait, parce que l'amylase intestinale, elle est insuffisante à la naissance. Il ne va être, c'est-à-dire à la dose de l'amylase adulte que vers l'âge de 1 an. Donc finalement, cette période de la vie, on n'a pas beaucoup d'amylase pour assimiler l'amidon, et c'est pour ça qu'on a fait des procédés pour les rendre assimilables. C'est les farines cuites, instantanées, des farines lactées diluées dans l'eau, etc. Donc, ils vont augmenter la valeur énergétique, ils vont préserver la satiété entre les repas, et surtout l'apport en oligo-éléments et les vitamines, et surtout l'apport en fer, qui est un véritable problème chez nous. Je rappelle le chiffre, 31% des enfants de moins de 5 ans ont une carence en fer, et puis il y a ceux qui sont aussi supplémentés en fruits, qui vont répondre à cet apport en oligo-éléments. La carence en oligo-éléments, c'est ce qu'on appelle la faim cachée. C'est une faim cachée. Il ne s'agit pas de chikoun shba'an, il a une autre faim cachée, et il y a la carence en micronutriments, et Dieu sait quelles sont les conséquences sur la santé. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ces farines font partie des aliments de sevrage, et ce sont des aliments énergétiques qui vont procurer donc de l'énergie. Ce sont des aliments qui renferment des protéines, donc c'est constructeur, et aussi un rôle protecteur grâce à ces oligo-éléments et ces vitamines. Donc les critères d'un aliment de sevrage, donc pour ces farines, il doit être sous forme de bouillie, il faut qu'il soit équilibré, et il faut qu'il soit digeste après procédé de grillage, de moulure, c'est qu'il élimine les petits morceaux qui peuvent gêner l'enfant, donc c'est un tamisage, etc. Et il faut qu'il soit sain, c'est-à-dire il n'y a pas de toxines, il n'y a pas d'additifs, donc tous les additifs sont éliminés, et bien sûr il faut qu'il soit bon marché. Donc voilà les farines qui peuvent apporter une valeur surajoutée à cette diversification alimentaire. Je rappelle encore une fois l'importance aujourd'hui de parler carences en fer, ce n'est pas aussi évident qu'on peut l'imaginer, c'est un peu un métabolisme complexe, c'est une anomalie qui est très fréquente, mais on peut la prévenir, et il vaut mieux prévenir que guérir, et pour la prévenir, il faut se situer dans la fenêtre d'opportunité qui est la fenêtre des 1000 jours, c'est-à-dire chez la femme enceinte in utero, à la naissance chez le bébé par la promotion de l'allaitement maternel, et à la diversification alimentaire à l'âge de 6 mois, 4 à 6 mois,
et aussi par l'introduction d'aliments, que ce soit les légumes, la viande, mais aussi les farines qui vont procurer une valeur énergétique et un apport en fer suffisant. Je vous remercie de votre attention.